Place à la deuxième partie de notre émission avec le sport, l'écologie et l'international. Pour la rubrique sport, nous avons Baptiste et Robin pour le tennis, Melaine pour le judo, Maëlle et Léna pour le foot et pour la Coupe du Monde Esteban. Le Futur de Nancy s'est déroulé du 1er au 6 novembre 2022. Après le tournoi Futur de Forbach et Sarreguemines, organisé chaque année en alternance par les clubs de la Ligue Lorraine, compte une étape internationale supplémentaire sur le territoire depuis la saison 2016. En mars, sur les installations du centre de Ligue Lorraine Sud à Villers-lès-Nancy, se tient désormais cette compétition exclusivement masculine, comptant pour le classement ATP. Gérée par les fédérations françaises et internationales de tennis, dotée de 15 000 $, organisée par le comité départemental du 54, le tournoi Futur est l'occasion notamment pour les meilleurs jeunes lorrains de se lancer à domicile et s'aguerrir sur le circuit international et améliorer leur classement professionnel. Après une édition 2020 annulée en raison du Covid, l'Open Grande Nancy-Villers est de retour. De beaux noms sont de retour, comme le Mosellan Harold Maillot, numéro 414, revient sur le tournoi. Tout comme Antoine Vincent, lancé sur le circuit actuellement 1200 mondial, issu de la région Lorraine, plus précisément des Vosges. Depuis 2016, le tournoi Futur, porté par le comité 54, est devenu l'élément phare du tennis meurthe-et-mosellan. Après 4 finales perdues, Dan Aden a vaincu le signe indien et remporte son premier titre de la saison en simple. Il a dominé ce dimanche le Mosellan Boris Fassbender 6-4, 5-7, 6-2 au Futur de Villers-lès-Nancy, libéré délivrer le premier grand titre de sa carrière. Et pour les fans du tennis pro, le retour des plus grands joueurs avec en ce moment l'Open Australie qui fait partie du Grand Chelem. Le judo est un sport de combat qui se pratique dans un dojo sur un tatami. La tenue du judoka s'appelle le judogi. Il y a un pantalon, une veste en coton et une ceinture de couleur en fonction de notre niveau. Les compétitions se déroulent en catégorie de poids. Il y a 9 catégories de poids en cadet, allant de moins de 46 kg à plus de 90. Pour gagner un combat, il faut faire tomber son adversaire sur le dos. Il y a différents types de points au judo. Il y a le wazari, il est accordé quand l'adversaire tombe soit lentement sur le dos au sol, sur une épaule, ou quand on tient l'adversaire sur le dos entre 10 et 19 secondes. Un wazari correspond à 7 points. Il y a le wazari à wazette et ippon, il est accordé quand on a déjà marqué un wazari et que l'on en marque un nouveau. Le combat est directement gagné. Il y a le ippon, qui est accordé quand l'adversaire tombe complètement sur le dos avec de la vitesse ou quand on le tient pendant 20 secondes au sol. Quand le ippon est marqué, le combat est directement gagné. Un ippon correspond à 10 points. Les combats peuvent aussi être gagnés par disqualification, par exemple quand l'adversaire a pris 3 pénalités, des shido, ou alors quand il commet une faute grave, par exemple attraper le pantalon de l'adversaire. Les combattants commencent par se saluer, ensuite l'arbitre va dire hajime, qui signifie que le combat commence. Les combats ils durent pendant 4 minutes en cadet et 5 en senior. En cas d'égalité, le combat se poursuit jusqu'à ce qu'un judoka marque un point ou que l'adversaire soit pénalisé. Une fois le combat terminé, l'arbitre dira Soremadi. Alors j'ai moi-même commencé le judo à l'âge de 4 ans à Châtel sur Moselle, en commençant par la ceinture blanche, puis je suis monté en grade en passant par la ceinture jaune, orange, verte, bleue et jusqu'à la ceinture marron. Ensuite, on peut obtenir la ceinture noire, en passant des épreuves comme les katas, où il faut apprendre une série de techniques. Et il faut aussi obtenir 100 points en compétition officielle pour obtenir cette ceinture noire. J'ai participé à plusieurs compétitions, comme la Coupe des Vosges que j'ai remportée dans ma catégorie. Grâce à ça, j'ai pu me qualifier à la Coupe de Lorraine, où j'ai fini 3e. J'ai aussi participé au championnat de France par équipe avec les Vosges. C'était une très belle expérience car le judo est un sport collectif, mais est aussi individuel. Malheureusement, j'ai dû arrêter le judo après le Covid, mais le judo a repris depuis, et j'encourage les jeunes à commencer ce sport, car il permet de se défouler, mais aussi d'apprendre des valeurs qui seront très utiles dans la vie. Tout d'abord, je vais vous parler du club local de Épinal. Le SAS Athlétique Spinalien est un club de foot français fondé en 1941 par fusion de 2 clubs et basé à Épinal. Le SAS participe pour la première fois au championnat de France amateur en 1948 et remporte son groupe en 1953. Le stade municipal d'Épinal a la capacité actuelle de 7200 places. Il a d'ailleurs accueilli hier soir une équipe de Ligue 1 Nantes contre Thaon. Ce club de foot que l'on nomme le SAS, dirigé par le président Yves Bally, directeur de l'entreprise Norsk. Et cette équipe est entraînée par Fabien Tissot de 2009 à 2014 et depuis 2022. Notre député Stéphane Viry a d'ailleurs été lui-même président de ce club, une trajectoire qui s'est dessinée au fil des opportunités, mais pas selon un plan de carrière. Maintenant, je vais passer la parole à Maëlle pour qu'elle parle du Ballon d'Or.
À 34 ans, Karim Benzema est devenu le 5e ballon d'or français de l'histoire, titré après Papin. Le lundi 17 octobre 2022, l'attaquant de l'équipe française a dominé ses adversaires avec 549 points sur les 558 possibles. Lors de la cérémonie du remise du ballon d'or sur la scène du théâtre de Châtelet à Paris, Karim Benzema est apparu très ému et reconnaissant après avoir réalisé son rêve d'enfant. Habitant de Lyon, Karim Benzema intègre le centre de l'Olympique lyonnais à l'âge de 10 ans et signe son premier contrat professionnel en 2005. Avec son club de formateur, il gagne de nombreux trophées comme le championnat de France en 2005, 2006, 2007 et 2008. En juillet 2009, il rejoint le club espagnol du Real de Madrid pour 35 millions d'euros. Après des débuts compliqués, il s'impose progressivement comme titulaire aux côtés notamment de la star Cristiano Ronaldo. Karim Benzema est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération et l'un des meilleurs joueurs à évoluer dans le championnat d'Espagne, mais aussi de la Ligue des Champions, le meilleur buteur français de l'histoire. Et toujours pour parler de football, je laisse la parole à Esteban qui va nous parler de la Coupe du Monde. Comme tout le monde le sait, la Coupe du Monde s'est déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Côté français, il y a eu beaucoup d'absents pour cette édition, notamment Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema ou encore Kimpembe. Mais aussi de nouvelles arrivées comme Kamavinga, Fofana, Tchouaméni, Verretou, Konaté, Saliba, Upamecano, Marcus Thuram, Kolo Muani. Ironie du sort, l'Argentine, invaincue depuis 2019, perd son premier match contre l'Arabie Saoudite, mais arrive à s'imposer au pénalty face à l'équipe de France en finale, qui, eux, ont réussi à mettre fin à la malédiction qui faisait en sorte qu'un vainqueur de la Coupe du Monde se fasse éliminer à l'édition suivante lors des phases de poule. Malgré une incroyable prestation de Kylian Mbappé, la France n'aura pas su s'imposer et perdra face à l'Argentine, qui décrochera son 3e titre mondial. Il y a eu beaucoup d'événements marquants comme le geste déplacé de Martinez, le gardien de l'Argentine, lors de la remise des trophées, mais aussi une demi-finale historique car le Maroc est la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde. Quelques semaines après la Coupe du Monde, Hugo Lloris a déclaré qu'il mettait un terme à sa compétition internationale. Remerciements à notre équipe de chroniqueurs sportifs. Pour faire la transition avec la Coupe du Monde, nous sommes avec Robin pour la prochaine rubrique, l'écologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement écologique qui lutte contre la pollution et la souffrance animalière. Mais avant cela, je vais vous faire une petite parenthèse sur le sujet du Qatar qui, pendant la Coupe du Monde, a difficilement été vu comme un événement écologique dû aux nombreuses infrastructures et à son importante émission de CO2 pour l'événement de l'année. C'est pour cela que je vais vous parler de l'événement caritatif organisé par le streamer Twitch, le The Event. Cette année, il s'est passé en septembre 2022 au Zénith de Montpellier. Les différentes associations supporters de cette année étaient donc LPO, WWF, Sea Shepherd, Time of the Planet et The Sea Cleaner. Donc ce sont des associations qui luttent pour nettoyer l'environnement et une autre est là pour la protection animalière. Donc cela est une cause qu'a défendu le The Event et ils ont été remerciés au détriment d'un drama lors d'un tweet du président de la République française. Donc c'était un message de soutien pour un travail fourni lors de ces 3 jours, mais les streamers ne l'ont pas entendu de cette oreille. Donc cet événement a pour but de regrouper un maximum de dons pour les associations. Donc un streamer est un diffuseur de contenu en se filmant ou en train de jouer à un jeu vidéo ou en faisant une activité autre comme du sport, de la cuisine ou un plateau télé. Et ils ont 3 jours pour regrouper un maximum de dons. Et à la fin de ces 3 jours, le total de dons sera réparti équitablement aux associations. Et les chanteurs Big Flo et Oli ont inauguré l'ouverture du The Event. Et un peu plus tard, Alain Chabat est venu faire la présentation du streamer étoile, donc question pour un streamer. Le The Event a récolté plus de 10 millions d'euros, un record battu sur l'année précédente et un record qu'il compte battre l'année prochaine. Pour cette 7e rubrique, nous avons le droit à un voyage international dans un pays chaud qui est l'Espagne avec Shema et Maëlys, en passant par Fribourg avec Louis et Herveline. Et pour finir ce petit tour d'Europe, nous irons dans l'un des seuls pays où il y a encore une royauté avec Paul. Bonjour à tous, merci à toi Lisa. Avec le conflit en Ukraine, nous constatons que la guerre est malheureusement toujours d'actualité. Dans cette chronique, nous souhaiterions vous parler de Pablo Picasso, mais avant tout de Guernica. Nous allons vous présenter la naissance d'une des plus grandes œuvres de toute l'histoire. El 26 de abril 1900. Le 26 avril 1937, les avions allemands et italiens qui soutiennent le général Franco Bombarden el Ciudad de Guernica. Ils bombardent la ville de Guernica. Le monde est sous le choc.
Picasso commence sa peinture Guernica, Una pintura gigantesca. un tableau gigantesque. Obra a mes gracias a Il las peint son œuvre en un mois fotos grâce de la aux photos de presse. France. Se convierte en símbolo Devient un frente a la symbole contre la guerre et le a la fascisme. fascismos. Pour conclure cette rubrique, nous constatons que malheureusement la guerre est encore un sujet d'actualité avec la guerre en Ukraine. Donc Picasso et son très célèbre tableau Guernica sont encore un symbole d'un conflit siècle après siècle. Merci Lisa. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons vous parler des marchés de Noël de Fribourg. Effectivement, l'Allemagne est très connue pour ses marchés de Noël grandioses et magiques. Donc, comment et pourquoi ces marchés de Noël allemands arrivent-ils à faire venir autant de monde chaque année? Quels sont leurs secrets et comment arrivent-ils à faire opérer la magie de Noël? Notre envoyé spécial à Fribourg, Louis. Hallo, heute interviewen wir einen Händler von Fribourg Weihnachtsmarkt. Wir gehen zum Currywurststellen. Hallo Hervé. Hallo Ludwig. Wie geht es Ihnen? Frech, aber sehr gut. Okay, so. Ist es Ihnen wichtig, in Fribourg auszustellen? Ja, auf dem Friburger Weihnachtsmarkt auszustellen ist mir sehr wichtig. Deshalb komme ich jedes Jahr hierher. Okay, und was verkaufst du in deinen Schuppen? Ich verkaufe Schokolade, Glühwein, Sophie Brezel und Currywurst. Okay, das ist super. Danke Hervé. Danke Louis. Tschüss. Tschüss. Alors maintenant que nous avons vu comment et pourquoi ces marchés de Noël allemands arrivent-ils à faire venir autant de monde chaque année, quels sont leurs secrets, nous espérons que cela a réussi à vous donner des idées et que surtout ça vous a donné très envie de pouvoir aller visiter ce marché de Noël l'année prochaine. Hello and welcome to the English section of this news channel. Today we are going to talk about a tragic event happened on September 18, 2022. Maybe you have understood we are going to talk about the death of Queen Elizabeth II. So I was saying she died last September at the age of 96 in her castle in Scotland after 70 years of reign. The Queen had a long, complete and some would say complicated life. The Queen was born on 21st April 1926 and she became heiress to the throne at the age of 10. During the Second World, she joined the Auxiliary Territorial Service and she worked to the mechanic. She met her future husband when she was on holiday with her family. She was 30 at the time. She later married Philip Montauban, who was but a Greek prince in 1947, and they had 4 kids, Charles, Anne, Andrew, and Edward. Charles is the new king of England. The Queen was known for her humor. She notably acted in the movie named Paddington. To mark her platinum jubilee, yes, that it's 70 years she was of the throne. Let's have a look at a picture of the video. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. For later. The Queen was also a great animal lover. The Queen's favorite dogs were corgi, and she is said to have over 70 of them in her lifetime. She also loved horses and had several famous racehorses. The life of the Queen was marked many people not only in her own country but also worldwide. Her funeral was televised and watched over 5 billion people throughout the world. We can say without the doubt that this was on the most significant event of 2022. Over to you. Et maintenant, une rubrique qui va mettre nos papilles en éveil avec Noélie et Mathéo pour une recette digne de petits plats en équilibre grâce aux produits frais vosgiens. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette de saison. Notre produit phare c'est la patate douce. La patate douce c'est un tubercule à la chair douce et sucré absolument délicieux. Et sa richesse en vitamines et en minéraux en fait un aliment adapté dans nos menus au quotidien. Il y a plus de 7000 variétés de patates douces. Selon leur origine géographique, elles se distinguent essentiellement par les formes et les couleurs de la chair, orange, jaune, blanche ou encore violette. La recette que je vous présente aujourd'hui, pancakes à la patate douce, jus d'orange flambé au Grand Marnier.
Pour réaliser notre recette, nous allons avoir besoin de patates douces, bien sûr, que nous allons cuire et réduire en purée. Notre appareil à pancakes est constitué de farine, d'œufs, de lait, de beurre et de levure chimique. Nous parfumerons cette préparation avec un peu de cannelle qui se marie très bien avec la patate douce. Pour réaliser le flambage, Noélie aura besoin de sucre, de citron, de jus d'orange et de notre alcool qui est le Grand Marnier. Je commence par réaliser ma purée de patates douces. J'épluche, je taille, puis je cuis à l'eau et je réduis en purée. Ensuite, je prépare mon appareil à pancakes. Pour cela, je mélange la farine, la levure chimique, la cannelle, puis j'ajoute les œufs et le lait. Lorsque mon appareil est lisse, il me reste à lui ajouter ma purée de patates douces. Je cuis mes pancakes dans une poêle avec de l'huile. Et voilà, mes pancakes sont prêts. Je les réserve pour Noélie qui va les flamber. Tout d'abord, il faut réaliser un caramel. Lorsque mon caramel a la bonne couleur, je le décuis avec du jus d'orange. Je fais revenir mes pancakes dans mon caramel à l'orange. Ma sauce imbibée mes pancakes est réduite. Il me reste suffisamment de sauce pour napper mes pancakes et effectuer le flambage. J'utilise du Grand Marnier pour flamber mes pancakes. Pour le dressage, je dispose mon pancake avec ma boule de glace, puis je nappe avec ma sauce à l'orange. Mon dessert est prêt. Et maintenant, notre jeu concours. La question du jour, pour gagner 10 000 € par mois pendant 1 an, quel alcool Noélie a utilisé pour flamber nos pancakes à la patate douce? 1. Une eau de vie. 2. Du Grand Marnier. 3. Du rhum. 4. Du Cointreau. On vous attend au standard. À très vite pour une nouvelle recette et d'ici là, portez-vous bien. Pour clôturer notre émission, un moment qui peut être un moment de joie ou de tristesse, espérons que votre journée de repos sera ensoleillée. Place à la météo, présentée par Alizé et Cléa. Bonjour à tous, voici notre flash météo du lundi 23 janvier. Pour lundi matin, ciel hésitant souvent entre nuages et éclaircies dans le nord-ouest, temps sec et froid avec de belles éclaircies dans le sud. Au nord-est, quelques flocons épars sur le Jura et une gelée généralisée sur toute la France. Lundi après-midi, peu d'évolution avec toutefois de belles éclaircies dans l'ouest et le sud-est. Et un ciel plus chargé en nuages sur le centre et le nord-est, où les températures ne dépasseront pas 2 degrés. Pour les 2 jours suivants, poursuite d'un temps froid généralisé avec une alternance entre nuages et éclaircies. Gelée matinale généralisée et parfois forte, là où le ciel est dégagé. Jeudi, le temps devient plus humide. De petites averses de pluie ou de neige peuvent se produire sur une large moitié nord. Le sud conserve des éclaircies. Vendredi, temps à nouveau plus calme et froid avec de belles périodes ensoleillées. Et pour finir, notre week-end. Samedi, beau temps calme, sec et froid, excepté sur la Bretagne, où les nuages gagneront du terrain. Encore des gelées fréquentes, car peu de couverture nuageuse. Dimanche, le temps reste encore sec, mais les nuages feront leur retour sur presque toute la France, excepté dans le sud-est. La Corse sera chanceuse, puisqu'elle sera sous un beau soleil presque toute la semaine. Nous laissons la parole à Lisa pour clore cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre présence. Je vous souhaite une bonne journée.